Bonjour, très bien. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir été patient, étant donné ce problème technique et ce retard. Ce troisième webinaire est particulier. Il a pour objet de consolider les liens entre l'école supérieure, entre l'école supérieure. Je me suis permise de vous couper le son, comme ça je vous donnerai la parole après, M. Bedjedo. Donc, il a pour objet de consolider les liens entre l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine et la Banque Société Générale Algérie, d'une part, et d'accueillir d'autre part l'éminent M. Hicham Bedjedo, qui a activement contribué à la formation de nos anciens étudiants de l'école préparatoire. Monsieur Bedjedo est titulaire d'un diplôme supérieur des études bancaires obtenu au sein de l'École supérieure de banque en 2004. Il est également titulaire d'une maîtrise en monnaie et finance à l'Université Paris 2 et d'un master 2 en gestion des risques et des actifs de l'Université d'Evry-Val-Essonne. Il a débuté sa carrière en 2008 chez Calion Crédit Agricole Paris en qualité d'analyse de notation de crédit. Puis en 2010, il a intégré Natixis Algérie en tant qu'analyste senior. En parallèle, il est professeur associé de finance à l'IMA, partenaire ESG Paris depuis 2010. Il est également consultant formateur interne à la Banque Société Générale Algérie, qu'il a rejoint en 2016 en tant que responsable middle office au Centre d'affaires de Constantine. En 2018, il fut positionné au poste de responsable d'agence Constantine Bellevue. Notre invité est actuellement directeur régional de la Banque Société Générale Algérie. Il nous présente aujourd'hui le diagnostic financier qui représente une phase primordiale pour toute opération de financement, quelle qu'en soit sa forme. S'exerçant en milieu bancaire suivant une procédure plus ou moins homogène, le diagnostic financier passe par un certain nombre d'étapes, s'appuie sur un ensemble d'outils et requiert la maîtrise de concepts de base. Monsieur Bedjedo nous dévoilera lors de ce troisième webinaire une collection d'étapes, d'outils et de concepts de base qu'il a pris le soin de sélectionner pour introduire d'une manière concrète la pratique du diagnostic financier en milieu bancaire. Avant de donner la parole à notre cher invité, je me demande, est-ce que monsieur le directeur a pu se joindre à nous? Alors, je vois que monsieur le directeur, Hamadou Ben Namoun, n'a pas pu accéder. Donc, on va essayer de revenir vers lui plus tard. Donc, je vous sollicite, monsieur Bedjedo, pour nous dire plus sur ce diagnostic financier. Fadal. Vous pouvez activer maintenant votre microphone. Merci, Atak Sahai, Fadlek. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je tiens à vous remercier vivement, Madame Ben Abdelhafed, vous et toute l'équipe, j'imagine, qui est avec vous, pour votre disponibilité et votre motivation qui est palpable. Hein. Franchement, bravo pour ça. Et donc, je remercie aussi nos chers étudiants qui sont connectés. Et je m'excuse aussi auprès de vous pour ces défaillances techniques qui ont retardé un petit peu l'intervention. Donc, effectivement, ce webinaire va intervenir dans des conditions particulières, n'est-ce pas? Et c'est le troisième, en principe, après celui ayant porté sur les perspectives économiques en général, et un deuxième ayant porté sur la finance islamique. Cette troisième intervention, moi j'ai fait exprès de l'orienter, comment vous dire, vers un sens plus pratique. Vous vous en doutez, en une heure de temps, on ne va pas pouvoir faire de la pratique du diagnostic financier, mais je vais essayer de vous montrer l'utilité et l'utilisation pratique, on va dire concrète, des outils que vous avez certainement donc vus à l'école ou lors de vos différents travaux de recherche. Et on essaiera de faire une revue d'ensemble de ces paramètres-là. Et puis effectivement, si vous avez des questions, on y répondra, j'y répondrai avec plaisir. Donc, bismillah, on va commencer ensemble. Le diagnostic financier, c'est une étape qui précède quoi? Qui précède une décision. Comme toute décision, quelle qu'en soit la forme, on a besoin de diagnostiquer pour ne pas se tromper. Donc, la décision financière
en l'occurrence d'octroi de crédit, elle est importante, elle est lourde de conséquences. Pourquoi? Parce qu'elle engendre un certain nombre de risques, on va y revenir tout à l'heure, mais aussi elle permet la mise en place de fonds et donc dans un processus de création monétaire qui sera pénalisant pour toute l'économie si les choses se passent mal. Donc, c'est pour ça que cette décision lourde de conséquences qu'est le financement ou l'accord de financement nécessite un diagnostic, comme tout diagnostic qui précède une décision, comme je l'ai dit. Donc, c'est un diagnostic financier. Le diagnostic, et je ne vous apprends rien, je suppose, généralement, il est scindé en deux catégories, diagnostic externe et diagnostic interne. Le diagnostic externe porte sur l'ensemble des opportunités et des menaces qui sont là, que l'environnement présente et dont on doit tenir compte. Je ne vais pas insister sur le diagnostic externe pour deux raisons. La première, parce que le diagnostic externe ne s'adresse pas à une entreprise particulièrement, il s'adresse à toutes les entreprises activant dans un domaine précis. On appelle les concurrents ou voilà, dans un secteur précis. Et la deuxième raison, c'est que les opportunités et les menaces ne sont pas une composante principale du diagnostic financier tel que j'ai l'intention de vous le présenter. Vous allez voir pourquoi. Je veux orienter justement mon propos sur le diagnostic interne. Le diagnostic interne, ça va être quoi? Ça va être recenser avec, de la façon la plus exhaustive possible, les forces et les faiblesses de l'entreprise pour pouvoir effectivement prendre la bonne décision. C'est pour ça que, en voulant recenser ces points forts et points faibles, moi, j'ai décidé de scinder l'intervention en on va dire trois volets. Le premier, ce que j'ai appelé, qui a été repris dans la fiche, c'est ce qu'on appelle le profil opérationnel. Qu'est-ce que c'est que le profil opérationnel? Tout simplement, cette étape a comme ambition de répondre à la question à qui j'ai affaire. Qui est cette entreprise? Qui est cette contrepartie? Le mot contrepartie, au passage, ça désigne quoi? Le client ou l'entreprise que j'ai en face. À qui j'ai affaire? Donc là, j'ai repris trois lettres, KYC, Know Your Customer, connaître votre client. Et par la connaissance client, je vais passer outre, on va dire, les connaissances d'ordre général, les informations juridiques et autres. Moi, je vais vraiment, quand vous êtes des étudiants, on va dire, de la finance, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus dans une intervention ciblée. Quels sont les éléments qui requièrent vraiment notre attention en matière de connaissance client? La connaissance client, elle porte sur plusieurs aspects, d'accord? Mais la connaissance principale, elle porte sur le management, n'est-ce pas? Parce que le management, ça fait partie de ces concepts qui sont tellement faciles, qui sont tellement courants, mais qui sont tellement difficiles à définir. Si je vous dis ce que c'est que le management, je suppose que ça va poser problème. Alors, le management, c'est la prise de décision, tout simplement. Et donc, qui décide dans cette entreprise? Qui a le pouvoir de prendre les décisions, d'engager la société, donc d'engager les fonds que, en tant que banque, je vais effectivement mobiliser à destination de cette entreprise. Donc, le management, c'est très, très important. Et par connaître le management, il faut connaître le profil. Qui est qui? Et en fonction de l'aspect juridique. Je vous donne un exemple tout simple. Souvent, on a des SARL, des EARL, des SNC qui sont les principales entreprises disponibles dans notre pays. Mais de l'autre côté, quand on s'intéresse un petit peu au management, on a des postes comme DG, PDG, président, etc., qui juridiquement posent problème parce que vous savez, le directeur général ou le président, il faut un conseil d'administration et donc il faut une forme juridique bien requise. Donc ce sont ces petits détails-là qui nous donnent déjà un avant-goût ou une vue d'ensemble sur un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce que les basiques, j'ai envie de dire, sont respectés? Donc, qui gère? Quelles sont ses qualifications? D'accord? Et puis, l'historique de la société. Si la gestion est bonne, les capacités managériales sont au niveau souhaité, cela devrait se voir dans l'historique de la société, n'est-ce pas? L'historique de la société, on peut l'aborder suivant plusieurs angles. Mais là, je vais privilégier l'angle, ce qu'on appelle l'angle incident de paiement. Tout simplement parce que d'autres angles financiers et autres, je vais y revenir tout à l'heure. Des incidents de paiement, des incidents de parcours,
d'autant plus que les incidents de paiement sont au jour d'aujourd'hui publiables, n'est-ce pas? Et on ne peut pas le cacher, tout simplement. Donc, si on a les bons outils, on peut se rendre compte rapidement si l'entreprise se comporte bien sur le marché. D'accord? Donc, résumons, le volet opérationnel porte sur la qualité, essentiellement sur la qualité du management et les prérequis, les dispositions, les compétences managériales dont jouit le décideur ou le gérant de la société. D'accord? Alors, juste une petite parenthèse concernant cet aspect-là, KYC, c'est, comment vous dire, c'est de plus en plus sensible et de plus en plus important. Parce que dans les pays développés, les États-Unis en tête, on fait de ce chapitre ou de cette connaissance client un enjeu majeur. Je vous donne un exemple très très concret. Les clients, quel que soit leur type, leur catégorie, leur demande, leur secteur d'activité, doivent répondre à un certain nombre de questions lors de l'entrée en relation, dont une partie de ces questions, directement, elle vise à répondre à une demande exprimée par les pays les plus importants, donc les États-Unis, pour dire est-ce qu'il y a un client éventuellement américain ou autre qui a une activité en Algérie ou qui a un lien direct ou indirect avec un citoyen américain, pour vous dire l'enjeu réglementaire de cet aspect. Donc, résumons, première des choses, je dois connaître mon client, et au-delà de la connaissance qui s'exprime d'une façon spontanée, je sais qui vous êtes, ce que vous faites, qui sont vos clients, qui sont vos fournisseurs, je dois un petit peu essayer d'aller un petit peu plus loin pour mettre, on va dire, en relief vos compétences parce que c'est cela qui m'intéresse en tant que banquier et l'avenir de la société en dépend. OK? Bon, une fois le profil opérationnel validé, on va dire qu'il n'y a pas de signaux d'alerte particuliers qui vont pousser à être réticents. Si les choses se passent bien, on passe à ce moment-là au diagnostic financier proprement dit à travers ce que j'ai appelé le profil financier. Ça veut dire quoi le profil financier? C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'entreprise en termes de flux. Alors, vous avez eu des modules comme l'analyse financière, analyse approfondie. C'est là vraiment le moment d'appliquer, d'essayer de mettre à profit toutes ces connaissances acquises. Très concrètement, ça se passe bien? Oui, oui, très bien. Très bien. Donc, très concrètement, le profil financier, il va porter sur deux étapes principales. La première, c'est de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, voir l'historique récent de la société. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il a des choses à nous dire? Il faut l'écouter. Comment l'écouter? Tout simplement en faisant parler les chiffres. Comment faire parler les chiffres historiques? Généralement, l'historique, c'est 3 ans, mais attention, ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. C'est une pratique qui veut qu'on prenne 3 ans. Vous pouvez prendre 2, vous pouvez prendre 5, suivant l'importance et l'orientation que vous voulez donner à votre diagnostic. Mais en moyenne, dans les banques, on prend 3 années parce qu'on estime qu'en 3 ans, s'il se passe quelque chose, on est en mesure de pouvoir le détecter. Donc, sur les 3 années, on va s'intéresser à un certain nombre de choses que je vais résumer très très brièvement en 4 étapes. Premièrement, l'analyse de la structure. Et par l'analyse de la structure, là, on parle clairement à des étudiants qui savent ce que c'est, on parle du fonds de roulement. Le fonds de roulement, s'il est positif, on dit que la structure est équilibrée. Et je ne vais pas aller plus dans le détail. Pourquoi? Parce que si la structure est déséquilibrée, il faut d'abord trouver les solutions au déséquilibre structurel avant de pouvoir envisager autre chose, n'est-ce pas? Le déséquilibre structurel, tout simplement, c'est quoi? C'est quand on n'a pas assez, quand il n'y a pas une adéquation entre les besoins et les ressources. J'ai des besoins sur le long terme et des ressources court terme, donc ça crée un décalage. Je ne peux pas, en tant que banquier, aller plus loin. C'est vraiment une étape cruciale. Et à ce moment-là, il faut régler le problème structurel. Donc, dans le diagnostic financier, première étape, c'est l'équilibre structurel. Et par équilibre structurel, c'est le fonds de roulement, il faut qu'il soit positif. OK? Donc, si le fonds de roulement est positif, à ce moment-là, on bascule vers le bas de notre bilan pour parler d'un autre indicateur que vous avez vu, souvent d'ailleurs, qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement.
et qui est beaucoup plus important dans un processus de diagnostic financier. Pourquoi? Si tout à l'heure j'ai été formel, le fonds de roulement, s'il est positif, je continue, s'il est négatif, là, c'est un mal profond qu'il va falloir régler avant de pouvoir continuer. Le BFR, c'est une autre histoire. Le BFR, c'est vraiment un paramètre sensible et qui doit vraiment être analysé prudemment. Comment? Le BFR, comme son nom l'indique, c'est le besoin en fonds de roulement qui me dit la chose suivante, qui me dit si le BFR est positif, c'est-à-dire que l'entreprise a un besoin d'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, si le BFR est positif, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Parce que si l'entreprise n'avait pas besoin d'argent, pourquoi faire tout ça? C'est normal que le besoin, quand il est exprimé, là, on est en train de voir la façon d'y répondre de la façon la plus adaptée. Et donc, si le BFR est positif, au contraire, ça doit nous conforter dans notre démarche. Si le BFR est négatif, c'est ce qu'on appelle RFR à ce moment-là, ressources en fonds de roulement, là aussi, ce n'est pas dramatique. C'est une chose qui peut arriver. Et j'aimerais insister sur ce point, s'il vous plaît, parce que je constate dans la pratique que ce paramètre n'est pas très bien compris. Regardez, le besoin en fonds de roulement, c'est le carburant dont a besoin l'entreprise pour pouvoir avancer. OK? Donc, si je veux avancer, j'ai besoin de carburant. C'est tout à fait normal. Quand est-ce que ça devient problématique? Quand j'ai besoin de beaucoup de carburant pour avancer juste un petit chouïa, un petit peu, comme dans un véhicule. Si vous accélérez, la voiture, elle consomme beaucoup de carburant, alors que vous voyez que la distance parcourue n'est pas en adéquation, là, il y a une fuite, il y a un problème. C'est à ce moment-là qu'il faudrait s'attarder sur le problème et le déceler. D'accord? Par contre, s'il y a une adéquation entre d'un côté le BFR et de l'autre côté la croissance de la société, c'est une chose tout à fait normale. Donc, moi, en tant qu'étudiant, ce que je vous conseille, de ne pas calculer le BFR et de tirer les conclusions comme on a l'habitude de le faire. C'est de calculer plutôt la variation du BFR, le delta, le fameux delta BFR. D'accord? Donc, je prends delta BFR, je le calcule et je le compare à la variation de mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai consommé tant de BFR pour assurer tant de croissance. S'il y a adéquation, tout va bien. Si delta BFR est inférieur à delta chiffre d'affaires, c'est une performance absolue. Si par contre delta BFR est beaucoup plus importante que delta chiffre d'affaires, là c'est un problème qu'il va falloir détailler et le détail peut-être on y reviendra lors d'une autre intervention parce que c'est des choses quand même assez qu'on pourra en fait détailler assez longuement. D'accord? Donc moi j'insiste à ce niveau-là sur delta BFR en matière de diagnostic financier. Le besoin en fonds de roulement absolu n'est pas très révélateur. J'espère que c'est clair. Bon, ça, c'est la deuxième étape. Donc, je résume. La première étape, on a dit un mot sur la structure. La deuxième étape, on a dit un mot sur l'exploitation à travers delta BFR. La troisième chose, on va parler sur l'activité elle-même. Ça veut dire quoi l'activité elle-même? C'est le chiffre d'affaires. Est-ce que l'entreprise a un chiffre d'affaires qui se développe? Est-ce que l'entreprise a un chiffre d'affaires qui se dégrade? Est-ce qu'il y a une stabilité ou est-ce qu'il y a une évolution, ce qu'on appelle en dents de scie? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dégager un trend ou une tendance bien précise. Et donc, tous les cas de figure ou toutes les situations sont les bienvenues. Hein. Attention, il n'y en a aucune exclusion dans la mesure où si on arrive à expliquer, s'il y a une explication raisonnable. Je vous donne un exemple. En ce moment, avec ce qui se passe, Covid, crise sanitaire, c'est normal qu'il y ait déclin du chiffre d'affaires, c'est normal qu'il y ait des difficultés financières. Mais en conditions normales, si j'ai un déclin, là, ça devrait m'interpeller. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires, je dois analyser comment il se comporte et les raisons, causes, racines sous-jacentes à cette variation. D'accord? Et puis, l'activité elle-même, et là, je ne vous apprends rien, je l'espère aussi, n'est pas révélatrice en elle-même de la performance de l'entreprise, parce que, comme vous le savez, entre deux entreprises, une qui réalise un chiffre d'affaires le double de la deuxième n'est pas forcément meilleur, parce que le but d'une société, c'est de gagner de l'argent, c'est de la rentabilité. Le chiffre d'affaires, ce n'est qu'un moyen de gagner de l'argent. Si je vends peu, mais je gagne plus, tant mieux. C'est un exemple que j'ai toujours donné. Si on prend, je sais pas moi, l'industrie automobile, si on prend le constructeur le plus important dans le monde, Volkswagen ou Toyota, ils vendent le plus de voitures dans le monde, mais
c'est pas la société la plus rentable. La société la plus rentable dans l'automobile, c'est Porsche, par exemple, qui ne vend pas beaucoup de voitures. Vous voyez? Donc, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur, certes, mais ce n'est pas l'indicateur final, c'est la rentabilité qui doit être vraiment, qui doit jouir de l'attention et d'une analyse plus fine. Et justement, j'en viens à la rentabilité. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité? C'est la capacité de l'entreprise à gagner de l'argent. Cette rentabilité, quand on dit rentabilité tout court, on veut dire rentabilité commerciale. Ça veut dire quoi commercial? Ça veut dire sur un dinar de vente, combien va le net qui va dans, permettez-moi l'expression, dans la poche de l'entreprise, c'est-à-dire le gain net. Ça, c'est la rentabilité commerciale. C'est le bénéfice net, le fameux RNC, n'est-ce pas, sur le chiffre d'affaires. Et là, il y a des normes. Il y a des normes. Pour une entreprise commerciale, c'est pas la même chose qu'une entreprise de production. Je peux vous donner les normes d'une façon comme ça superficielle. Pour une entreprise commerciale, la norme, c'est 1%. C'est tout. Pour une entreprise industrielle, la norme, c'est 8 à 10%. Ça dépend du secteur. Pour la prestation de service, c'est un peu plus important que ça. Donc, attention, l'analyse, oui, mais pas d'une façon isolée. Toujours, il faut avoir les benchmarks, les références en tête. Il y a toujours des études qui sont faites, qui sont mises à jour, qui nous donnent les normes sectorielles, le comportement moyen des entreprises de la branche, qui nous aident pas mal quand on pense à un diagnostic financier. D'accord? Donc, résumons encore une fois, je me suis intéressé à la structure de l'entreprise, donc grosso modo, la structure est là. Deuxièmement, l'exploitation, le cycle d'exploitation, j'en dirai un mot peut-être tout à l'heure si on a le temps, j'y reviendrai brièvement, le cycle d'exploitation à travers le BFR, l'activité à travers le chiffre d'affaires et la rentabilité commerciale à travers le résultat. Juste un dernier mot, si vous permettez, pour ce diagnostic-là. Je peux parler aussi de la rentabilité financière pour les financiers que vous êtes. Ça veut dire quoi, rentabilité financière? Tout simplement, c'est la part de la rentabilité qui s'adresse aux actionnaires, aux apporteurs de capitaux, aux associés pour une entreprise familiale. OK? Donc, en fait, c'est le résultat net par rapport aux fonds propres de la société. C'est ça la rentabilité financière, le fameux ROE, Return on Equity en anglais, qui est très très utilisé dans la bourse, dans les marchés financiers, et c'est vraiment le parallèle ou le point de liaison entre la finance d'entreprise et la finance de marché, avec d'autres, le PER, etc. J'imagine que ce sont des ratios que vous avez déjà croisés. Donc, une fois la rentabilité est validée, d'accord? Donc, grosso modo, on dit que la société, elle est là, elle fait bien ce qu'elle fait, les perspectives peut-être sont là, le chiffre d'affaires, il varie d'une façon qu'on arrive à expliquer, il y a une rentabilité suffisante pour payer la banque, mais aussi pour payer les apporteurs de capitaux et payer toutes les charges. À ce moment-là, oui, peut-être qu'on va mettre un peu d'argent dans cette machine, n'est-ce pas, qui est l'entreprise, pour essayer de participer à la performance en contrepartie d'une partie du gain. C'est tout à fait normal parce que la banque, elle doit gagner sa vie aussi. D'accord? Donc, la banque, avant de mettre, donc, là, à ce niveau-là, on a dit OK pour le financement. OK pour comment on va accompagner cette entreprise. C'est ce que j'ai mis, et je vais essayer de résumer, en adéquation ligne-besoin. Parce que les besoins de l'entreprise, on peut dire que c'est un besoin de financement, mais les besoins, comme vous le savez, sont divers et variés. Il y a des besoins d'investissement, besoins d'exploitation, et puis les besoins d'exploitation, on peut les scinder en deux aussi. On a les lignes de trésorerie et les lignes par signature qui sont négligées. Et ce serait bien de pouvoir les maîtriser, ça va faire la différence demain sur le marché. Parce que si vous travaillez dans une entreprise ou dans une banque, croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause, toujours on a tendance à plonger peut-être la première vers les lignes de trésorerie, c'est-à-dire comment je vous donne de l'argent et comment vous me remboursez. Or, il y a une autre façon de répondre aux besoins qui est gagnant-gagnant pour la banque, synonyme d'un moindre risque pour la banque et d'un moindre coût pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les lignes par signature. Je suis la banque, je ne vous donne pas de l'argent, je vous donne mon nom. Je vous donne ma signature. Je m'engage en votre faveur. Si vous avez un problème avec votre fournisseur, au lieu que je vous donne de l'argent pour payer votre fournisseur, peut-être que le fournisseur, il va accepter que je m'engage. Je lui dis, allez-y, travaillez ensemble. S'il y a un problème, je suis là. Je suis la banque quand même, je suis solvable. Et donc là, en termes de risque, vous comprenez que la banque, elle est pas mal protégée parce qu'elle ne va pas mettre de l'argent. Et en termes de coût, c'est beaucoup moins cher parce que justement, le risque et la rentabilité doivent marcher comment? Hop, d'une façon parallèle. Si la règle, peut-être je dis des choses comme ça,
global, mais je compte sur votre intelligence pour faire la part des choses. Si je prends un risque, il faut me rémunérer en conséquence. Si je prends de gros risques, il faut que j'exige une grande rentabilité. C'est valable dans la finance d'entreprise, dans la finance de marché, dans la finance dérivée, partout. Donc, je disais que l'adéquation ligne-besoin, elle est très, très importante. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, si vous faites le diagnostic concrètement, il y a des outils qui vont vous permettre d'assurer cette adéquation. C'est-à-dire d'une façon très, très simple et schématisée. Si vous êtes une société de travaux publics, il y a une façon très particulière de répondre à votre besoin. Si vous êtes une société de production, il y a une façon de répondre à ce besoin. Si vous êtes une société de production, mais vous importez la matière première, il y a une façon de répondre aux besoins. Donc, en fait, le besoin, on a l'impression que c'est le même, mais derrière, il y a autant de besoins spécifiques et particuliers. Donc, la compréhension va nous guider et nous aider à justement proposer la solution la plus appropriée, la plus recommandée. Et je parle là des les fameuses lignes escantes, avance sur facture, découvert, spot, et j'en passe, autant de lignes que de besoins. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que c'est vraiment l'étape qui vient après le diagnostic financier. OK? Donc, on a diagnostiqué d'une façon globale, on a essayé de mettre en place une adéquation, c'est-à-dire, je dis grosso modo, OK pour mettre de l'argent dans cette société, mais en plus, OK de le mettre de la façon suivante. Je vous donne tant pour financer votre poste client, je vous donne tant pour financer vos achats, mais attention, les achats locaux ou internationaux, c'est pas pareil. Je vous donne tant pour financer vos factures, les créances que vous n'avez pas pu matérialiser parce que vous êtes en position de faiblesse vis-à-vis de vos clients. Bref, ce sont autant de questions que je dois me poser et qui peuvent que m'orienter vers la bonne décision. D'accord? Bon, jusque-là, on a parlé du diagnostic et de l'adéquation ligne-besoin. Il y a quelque chose d'important, et vous serez tous d'accord avec moi, c'est qu'en fait, la banque, son métier, c'est une prise de risque. On est bien d'accord. Une prise de risque, oui, mais pas n'importe comment. C'est pour ça que la banque, elle essaye de réduire son risque. Comment réduire son risque? C'est ce que j'ai noté là dans le programme d'intervention, Risk Mitigation, ou les fameux FRR, les facteurs de réduction du risque. Les facteurs de réduction du risque. Quels sont les facteurs de réduction du risque? Alors, si je vous pose cette question, j'imagine que tous vous avez en tête les garanties. Et c'est pas faux, les garanties. Mais avant, j'aimerais bien insister sur une chose importante. La première garantie et le premier facteur de réduction du risque, c'est le diagnostic financier tel que je viens de l'exposer. Parce que si on se trompe de diagnostic, aucune garantie n'est bonne et n'est assez, comment vous dire, rassurante. Et donc, la première garantie, c'est le diagnostic. Si le diagnostic est bien posé, là, on est pas mal rassuré, non? On peut avancer, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et d'un imprévu, c'est tout à fait normal. Mais le diagnostic, il va vraiment nous aider à réduire le risque. Donc, le diagnostic, c'est le premier facteur de réduction du risque. Au-delà du diagnostic, on se protège en tant que banquier. Et c'est tout à fait normal, comme celui qui saute, il a toujours deux systèmes de parachute, en cas où le premier ne s'active pas. Toujours, c'est recommandé d'avoir le maximum de couverture. Donc, un mot grosso modo sur les garanties. Qu'est-ce que c'est que les garanties? Les garanties, on peut les scinder en trois catégories, très simples à schématiser. Il y a les garanties réelles, il y a les garanties personnelles, il y a les garanties, ce que j'appelle moi, subsidiaires ou accessoires. Les garanties réelles, elles portent sur quelque chose de physique, n'est-ce pas? Et donc là, clairement, vous allez retrouver des choses que vous avez déjà vues dans vos cours et travaux de recherche. On trouve l'hypothèque pour les biens immobiliers. On trouve le nantissement pour les machines. On trouve les gages pour les voitures, n'est-ce pas? Quand quelqu'un achète une voiture par crédit, le véhicule, il est gagé, n'est-ce pas? On trouve donc, grosso modo, tout ce qu'on peut prendre sur un bien physique, qu'il soit mobilier, immobilier, roulant ou autre. Et donc, tout ça, ça s'appelle les garanties comment? Réelles. Les garanties personnelles, c'est la caution. C'est quand quelqu'un me cautionne, me dit « je suis avec vous ». Pas forcément avec un bien, mais avec tout son patrimoine. On peut exiger la caution de quelqu'un de solvable. Tout à l'heure, je parlais des crédits par signature. Souvenez-vous, ce n'est rien d'autre qu'une caution donnée par la banque. N'est-ce pas? La banque, elle dit, je suis là s'il y a un problème. Et donc, effectivement, la garantie personnelle, elle peut sécuriser pas mal
D'où, j'ouvre une petite parenthèse, pour les personnes morales, n'est-ce pas, les SNC, il y a l'engagement solidaire des associés vis-à-vis de leur entreprise. Par contre, dans une SARL ou dans une SPA, il n'y a pas l'engagement. La responsabilité, elle est limitée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit SARL, société à responsabilité limitée. À responsabilité limitée à hauteur de quoi? À hauteur du capital. Et donc, si l'associé s'engage et signe une caution, il dit non seulement je suis engagé à hauteur de mon apport de ma mise de fonds, mais aussi je mets tous mes biens personnels en couverture pour vous rassurer dans votre démarche. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ferme la parenthèse juste pour vous dire que la caution, en tant que personne, je m'engage à être avec vous s'il y a un problème avec tout mon patrimoine. Tout ce que je possède, il vient justement, en cas de besoin, répondre à la sollicitation de la banque. D'accord? Donc, et pour les garanties subsidiaires, grosso modo, c'est quoi? C'est les assurances. Les assurances que souvent qu'on exige, assurance tout risque pour une voiture, ou assurance risque professionnel pour une entreprise, ou assurance vie pour une personne physique. Bref, toute la gamme d'assurances, vous avez eu les modules sur l'assurance, les assurances, le métier d'assureur. Donc, toutes les assurances sont les bienvenues pour réduire, encore une fois, le risque. D'accord? Bon. Si ce process est respecté, on a une idée claire sur l'entreprise, sur son comportement passé et futur à travers les projections, et on a des éléments qui nous permettent de réduire le risque pour avancer, j'ai envie de dire, plus sereinement. Cependant, et tant mieux, il y a des outils qui nous permettent, comment vous dire, de concrétiser cette démarche. Le premier outil, c'est la notation interne des entreprises. La notation interne des entreprises, c'est un outil qui devient obligatoire. Il l'est déjà dans un certain nombre de pays. En Algérie, la Banque centrale, elle travaille sur un projet de le rendre obligatoire dans toutes les banques. Il y a des banques qui sont plus en avance sur d'autres. La notation interne, attention, ce n'est pas le scoring. Hein. Ce n'est pas le scoring parce qu'il y a toujours confusion. Le scoring, c'est un système de notation aussi, mais qui est dédié au crédit à la consommation, et puis il a des règles un peu plus particulières. Quand on parle de notation de l'entreprise, ou NIE, notation interne de l'entreprise, tout simplement c'est un système qui vise à donner un rating. Le rating, c'est pas forcément un chiffre, ça peut être une lettre, et ce rating, il traduit quoi? Je suis sûr que vous avez la réponse. Il traduit le risque que représente cette société. D'accord? La notation interne, finalement, c'est quoi? C'est exactement le résumé de ce que je viens de vous exposer. Tout système de notation interne, aussi développé qu'il soit, il est scindé en deux choses. Ce qu'on appelle une notation quantitative et une notation qualitative. La notation quantitative, c'est l'ensemble des chiffres dont j'ai parlé. Chiffre d'affaires et son évolution, variation du BFR, le fonds de roulement, les principaux ratios, la rentabilité financière, la rentabilité commerciale, et j'en passe. Yani, c'est-à-dire, on introduit des chiffres et ces chiffres sont intégrés et assimilés dans l'outil qui va nous donner une idée sur, on va dire, l'aspect quantitatif. Et deuxième aspect le plus important, c'est l'aspect qualitatif. C'est quoi? C'est la première partie, c'est le diagnostic, le profil opérationnel. À qui j'ai affaire? Quelles sont ses qualifications? Quel est son historique? Y a-t-il des incidents de paiement ou pas? Etc. Donc, tout ce qui n'est pas quantifiable. Et donc, ces deux composantes vont être jumelées dans l'outil pour me sortir une note. Et cette note, tout simplement, elle va me dire, attention, vis-à-vis de cette entreprise dont vous venez de faire le diagnostic, je vous recommande de ne pas aller au-delà d'un certain seuil. Parce que si vous allez au-delà d'un certain seuil, le risque, il devient plus important c'est-à-dire c'est un risque démesuré par rapport à votre diagnostic. D'accord? Donc, c'est des outils d'aide à la décision, très faciles à manipuler et ô combien utiles quand on fait un diagnostic sur terrain. C'est le fameux système de notation interne. Il y a des étudiants à l'ESCF qui sont intéressés au sujet, ils ont même fait des mémoires là-dessus. C'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose qui se met en place en Algérie et quelque chose qui vous permet vraiment d'exercer votre formation. Okay? Parce que vraiment, pour comprendre comment fonctionne un système de notation, vous avez besoin de tous les concepts que vous avez appris. Alors, un autre outil, rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, c'est la fameuse CRAM, la centrale des risques pour les entreprises et les ménages. D'accord? C'est CRAM, bon, moi j'aurais choisi un autre nom, mais bon, ça s'appelle comme ça, la CRAM, centrale des risques
pour les entreprises et les ménages. C'est quoi? C'est un fichier centralisé, géré au niveau de la Banque centrale, qui traduit les incidents de parcours ou l'exposition de toute entreprise. Ou particulier. Si vous avez un crédit, automatiquement, c'est toutes les banques qui vont le savoir. C'est un formidable outil qui va nous permettre effectivement de consolider quoi? L'aspect historique rétroactif ou rétrospectif pour nous mettre à l'aise encore une fois en matière de diagnostic. Il y a d'autres outils, bon, je ne les ai pas tous cités, mais par exemple, on a le registre national du commerce, le Centre national du registre de commerce, qui met en place un outil qui s'appelle Sigilli, qui va reprendre tous les états financiers des entreprises. C'est vraiment bien quand vous voulez faire un diagnostic d'abord. J'ai parlé aussi des ATD, des saisies arrêts, ce qu'on appelle d'une façon générale les oppositions sur compte. On ne met pas une opposition sur le compte d'une société comme ça, pour la beauté du geste. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Ce problème, il peut être fondé, pas fondé, ou une erreur. Bref, l'essentiel, c'est un indice qu'on doit prendre vraiment au sérieux. L'entreprise fait l'objet d'une opposition. Pourquoi les fiscs lui en veulent? Pour vous les raisons claires. Le diagnostic est une étape avant la prise de décision. Pour diagnostiquer, je dois, dans ma tête, scinder les choses en deux. Diagnostic qualitatif, diagnostic quantitatif. Le diagnostic qualitatif, c'est tout ce qui n'est pas chiffre. Le diagnostic quantitatif, c'est tout ce qui est chiffre. Et là, en fonction de votre formation, en fonction pour exiger des choses, pour justement être le plus rassuré possible dans notre exercice. Et je voudrais finir par une chose importante. Qu'est-ce que c'est que cette chose importante? Pourquoi le crédit et le diagnostic financier est si important que ça? Parce que les amis, la banque, comme vous le savez, en donnant un crédit, elle ne donne pas son argent. Mieux encore, elle ne donne pas forcément l'argent des épargnants. Elle peut donner un argent qu'elle est en train de créer, n'est-ce pas? C'est la création monétaire. Donc la banque, c'est une institution sensible à qui on a donné ce formidable atout qui est la création monétaire. C'est-à-dire, grosso modo, on dit à la banque, vous pouvez créer de l'argent pour donner un crédit. Et donc, si la banque se mettait à faire du n'importe quoi, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire créer de l'argent pour financer sans donner l'importance qui est la sienne au diagnostic financier, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec de mauvais crédits, bad loans. On se retrouve avec des mauvais crédits. Et les mauvais crédits, c'est quoi? C'est pas pénalisant pour la banque seule. C'est pas pénalisant pour l'entreprise seule. Oui, c'est pénalisant pour l'entreprise parce qu'elle s'est grillée sur le marché. Je viens de parler de la crème. C'est pénalisant pour la banque parce que la banque, il faudrait qu'elle engage longue, coûteuse et complexe. Et il n'y a pas toujours le résultat à l'autre bout du tunnel. Et donc, le perdant, le vrai, c'est quoi? C'est l'économie. Parce que c'est une punition collective. Si les entreprises ne remboursent pas leur crédit, on a créé de l'argent, on a injecté des moyens de financement dans une économie qui ne le mérite pas. Et ça se transforme en quoi? Ça se transforme en inflation. Et l'inflation, c'est quoi, les amis? C'est une hausse des prix généralisée. Et cette hausse de prix, elle ne s'adresse pas à une personne ou à une catégorie de personnes, elle s'adresse à tout le monde. C'est une sanction collective, n'est-ce pas? Donc,
en tant que c'est sensible, qui impacte lourdement l'économie nationale, autant y aller avec parcimonie et avec méthode. J'ai dit ce que j'avais à vous dire, grosso modo, dans des conditions encore une fois particulières. Je vous remercie vivement de votre attention et puis je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci. Je vous remercie, Monsieur Benjedou. Donc, le concept et la pratique du diagnostic financier ont été présentés avec beaucoup de pédagogie, clarté et simplicité. J'invite Monsieur le directeur qui est parmi nous pour… oui, Monsieur le directeur. Fadal. Veuillez activer votre… Oui, très bien. Bonjour tout le monde. C'est Hicham, c'est toujours un plaisir de te voir et de travailler avec toi. J'espère que tu vas bien. Le sujet… Très bien, Monsieur Benhamoun. Benjedou est vraiment éloquente, elle est très bien faite et nous avons beaucoup appris grâce à lui. Bon, pour ce qui est, moi, j'ai une petite question à ces Benjedou. Concernant le diagnostic financier ou le diagnostic en général dans les banques, le diagnostic des métiers bancaires. Est-ce que cette pratique, elle est d'actualité en Algérie? Est-ce que dans le domaine du diagnostic bancaire, est-ce que les banques font un diagnostic pour savoir quel est le métier le plus prépondérant, quelles sont les rentabilités par métier, par ligne de métier, et ainsi de suite. Merci. Je vous remercie, Monsieur le directeur. Donc, je donne la parole à Monsieur Benjedou pour répondre à votre question. Monsieur Benhamoun, tout le plaisir est pour moi. Très, très content aussi d'apprendre que vous allez bien. Et puis, je suis content pour l'école, sincèrement. C'est pas parce que vous êtes en face, content pour le SCF d'avoir un manager comme vous. Donc, pour votre question, très pertinente, effectivement, le diagnostic métier. Le diagnostic au sens large, il précède la prise de décision. Et le diagnostic métier, c'est un micro-diagnostic dans le process de diagnostic, tout à fait. Mais si ce concept est assez développé dans d'autres pays, dans d'autres banques, peut-être d'envergure internationale et d'envergure plus importante, en Algérie, on va dire qu'on est dans un état un petit peu embryonnaire. Je peux vous citer deux petits exemples. Il y a une banque qui a recruté, par exemple, des gens, des spécialistes par métier. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe uniquement de la fonction médicale et de la santé. Quelqu'un qui s'occupe dans la branche oil, gaz et pétrole. Quelqu'un qui est versé dans l'agroalimentaire. Ces gens-là doivent, comme objectif, de tenir, si vous voulez, à jour la banque en matière d'évolution secteur par secteur. Comment ça se fait? Quel est le support? Bien sûr, collecte d'informations et analyse, mais ils publient des études à fréquence régulière, trimestrielle ou bimestrielle, pour effectivement rendre leurs conclusions. Il y a des banques où, au contraire, les choses se font à l'inverse. Je peux vous citer un autre exemple d'une autre banque dont je connais le process. En fait, ils disent aux analystes, essayez vous-même de capitaliser sur vos analyses. C'est-à-dire, vous faites beaucoup de diagnostics financiers. Et si, par exemple, vous avez deux entreprises dans un même secteur, n'hésitez pas à faire un rapprochement. Et à votre niveau, faites cette synthèse et remontez-la. Donc, vous voyez, donc il y a l'ascendant, il y a le descendant, mais dans les deux cas de figure, la banque, à travers cette démarche, elle essaye de faire un diagnostic métier pour mieux affiner sa cible. Tout à fait. Merci, Monsieur Benjedou. Je vais lire une question qui a été émise par une ancienne étudiante, Rahma Al-Ghniz, qui a tenu à être parmi nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des spécifications en matière de diagnostic financier pour les demandes des crédits d'investissement et les demandes de crédits d'exploitation? Très bien. Donc, je salue Mademoiselle Rahma. Moi aussi, je suis ravi que vous soyez là. Franchement, je garde un excellent souvenir de vous et de toute la promotion que j'ai eu un immense plaisir à enseigner. Donc, le diagnostic financier, oui. Si on peut raisonner d'une façon dichotomique,
Et d'une façon binaire, on dit qu'il y a les crédits d'exploitation et les crédits d'investissement, alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres choses. Mais on peut déjà accepter cette segmentation. Les crédits d'exploitation, oui, on doit insister sur les choses que j'ai exposées brièvement tout à l'heure, fonds de roulement, cycle d'exploitation, la faille, elle est où? Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup plus de stock? Ou est-ce que je donne plus de créances? Ou est-ce que je suis dans une politique commerciale aveugle où je cherche absolument à vendre, quel que soit le support, et après, ça, je me retrouve avec des créances irrécouvrables, etc. Donc ça, effectivement, c'est pour les crédits d'exploitation. Pour le crédit d'investissement, la difficulté, c'est qu'en fait, on se projette plus vers l'avenir. Donc, on ne va pas travailler sur des choses, sur des flux connus, mais sur des flux supposés, qu'on va challenger, qu'on va stresser, qu'on va, comment vous dire, dégrader pour dire, au pire des cas, voilà ce qui pourrait se passer. Et ça, c'est le fameux business plan. J'imagine que vous avez déjà eu à faire des business plans ou des ébauches de business plan. Effectivement, le diagnostic financier dans un projet d'investissement, c'est le business plan qui est vraiment le support et qui éventuellement fera l'objet d'une autre intervention. Bien sûr, je suis à votre disposition. Je vous remercie, M. Benjedou. J'aurais bien aimé entendre un de nos enseignants. Je vous invite, chers participants, à lever la main. Alors, il y a Ayman qui a levé la main, donc je lui donne la parole. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, Ayman Boussetta, aussi la même promo de Rahma, un ancien étudiant. Bonjour, bonjour. Tfadal, monsieur Ayman. Et merci. Merci à vous. Bonjour, Ayman. J'ai envie de commencer par remercier tous les gens qui ont veillé pour l'organisation de cet événement. Ensuite, je me dirige vers M. Benjedou. J'ai envie de lui adresser mes chaleureux remerciements pour cette. Il nous a vraiment régalé par cette présentation. Ensuite, j'ai une petite question à lui poser. Vous avez parlé de l'intention interne et vous avez dit qu'il existe certains banques en Algérie qui commencent à adopter certains modèles. Je me demande, dans un environnement tel que notre environnement algérien, où les informations sont aussi rares, et même les informations qui sont à notre disposition, ils sont un peu pas fiables, qui ne sont pas aussi fiables, comment ces banques-là arrivent à gérer ce manque d'informations? Et merci. Je vous remercie, M. Boussetta. Donc, je donne la parole à M. Benjedou pour répondre à votre question et commenter aussi. Merci, Ayman Boussetta. Bonjour. Pareillement, très, très, très content d'apprendre que vous êtes là parmi nous. Toujours aussi dynamique, aussi curieux intellectuellement. Bravo, continuez à être comme ça. Merci. Donc, par contre, il y a juste un petit souci. Je n'ai pas entendu un mot. En fait, vous parliez de l'information, du manque d'information, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans nos banques. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, dans d'autres pays, il y a, franchement, il y a Bloomberg, il y a DataStream, il y a des outils vraiment qui sont corporate, qui sont très, très importants, qui permettent d'avoir de l'information, qui coûtent cher, certes, mais permettent d'avoir une information fiable. En Algérie, franchement, je vais peut-être vous surprendre, mais on essaye de se débrouiller. Comment? Il y a quand même des canaux d'information. Je veux parler de l'ONS, l'Office national des statistiques, des chambres de commerce et de l'industrie, les différentes chambres. L'ANDI, l'Agence nationale de développement de l'investissement, je vous invite vraiment à consulter son site. Il y a des informations qui sont publiées et des études sectorielles. Il y a bien sûr le FMI qui fait des études pays par pays. Il y en a quelques-unes concernant l'Algérie et autres. Mais sinon, le plus gros de l'information, il est collecté, c'est-à-dire au fur et à mesure, à travers l'analyse. C'est pour ça que c'est malheureux, mais je vous le dis, c'est-à-dire que la qualité du diagnostic, d'où la pertinence de votre question, elle dépend de la qualité de l'information communiquée. Je peux même aller vraiment au bout de votre pensée, c'est quoi? C'est que des fois, est-ce que quand j'ai un bilan entre les mains, est-ce qu'il reflète vraiment la situation d'une entreprise? Ça, c'est un autre débat. Et c'est un mal qui ronge notre système financier, effectivement, où la réalité est une chose et les états financiers en sont une autre. Et donc, nous,
on va dire en tant qu'analyste financier, on essaie de diagnostiquer ce qu'on a, on essaie de faire avec ce qu'on a, les moyens qu'on a, et puis voilà, c'est vrai que ça reste un gros chantier dans le pays, rendre pertinent le système d'information. Merci. Je vous remercie, Monsieur Benjedou. Je donne la parole à notre étudiante Enfel. Enfel, que je remercie, que je félicite parce qu'elle a fait l'effort de faire la synthèse du deuxième webinaire, une plume étudiante que j'ai eu le plaisir de lire et que je vous invite à lire également, chers participants. Donc, Enfel, est-ce que vous voulez prendre la parole ou alors je vais lire votre question? Oui, il n'y a pas de souci, je vais prendre la parole. C'est un plaisir, on vous entend, Enfel, c'est à toi. Alors, bonjour monsieur, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette intervention vraiment riche. J'ai une question concernant le diagnostic financier dans une banque islamique, par exemple. Comme le webinaire passé, nous avons élaboré le sujet des banques islamiques et leurs particularités. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui particularise le diagnostic financier dans une banque islamique? Merci. Merci, Enfel. Je reviens vers M. Benjedou. Alors, excellente question. Vraiment bravo pour la question qui traduit, comment vous dire, un esprit analytique. Vous allez mettre en commun, en relation deux interventions. C'est vraiment, j'aime beaucoup votre question. Alors, la finance islamique, vous avez déjà eu l'intervention qui a précédé la mienne, et vous avez compris que grosso modo, si on veut être vraiment synthétique, la finance islamique est synonyme d'une rentabilité différente. Il n'y a pas la notion d'intérêt, mais il y a la marge, etc. Et synonyme aussi, il ne faut pas l'oublier, d'un risque différent. Et je peux vous le dire tout de suite, la finance islamique est plus risquée que la finance classique pour la banque. Donc, une banque, on a deux banques qui analysent, qui font le diagnostic d'une même entreprise. Votre question, si j'ai bien compris, est-ce que les deux procèdent de la même façon? Alors, il y a effectivement un certain nombre de parties communes où on doit analyser les chiffres, etc. Mais la banque islamique, elle doit être beaucoup plus vigilante, beaucoup plus aller plus dans le détail, parce que sa prise de risque, elle est majorée. Pourquoi majorée? Parce qu'il y a la notion de l'appropriation. Elle va s'approprier, elle va s'approprier, etc. Donc, effectivement, il y a cet aspect-là. Donc, concrètement, en Algérie, les banques qui font de la finance islamique, comment elles tiennent compte de cet aspect dans leurs décisions? Il y a une majoration de la rémunération. C'est un secret de polichinelle, n'est-ce pas? La finance islamique est plus chère que la finance classique, mais c'est explicable d'un point de vue financier. Deuxième point essentiel, les garanties, n'est-ce pas? Parce que la banque, les mêmes garanties qui ne sont pas exigées. Mais normalement, si on doit s'orienter vers un diagnostic qui va faire la part des choses, on va dire que la banque islamique doit s'appuyer sur des outils beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus micro, j'ai envie de dire, secteur par secteur, branche par branche, zone géographique par zone géographique, et elle doit être plus à l'écoute de quoi? Des variables macroéconomiques. Vous vous en doutez, elle n'impacte pas tout le monde, on va dire, d'une façon symétrique. Donc oui, effectivement, la finance islamique nécessite, en plus des outils dont j'ai parlé, d'autres outils qui ne sont pas encore pratiqués ici en Algérie, mais qui sont exigés effectivement pour la prise de décision dans une banque islamique. Merci pour la question. Merci, M. Benjedou. Je passe maintenant à Mademoiselle Bokhouch, Sophia. Toujours la même promo de Ayman et de Rahma. Donc oui, c'est à toi, Sophia. Allô? Oui, on vous entend, Sophia. Fadlek. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Je suis sincèrement ravie d'assister à ce premier webinaire pour ma part. Je souhaiterais donc remercier toute l'équipe de l'ESCF qui a vraiment fait des efforts considérables pour pouvoir justement intégrer les étudiants à ces webinaires, ces conférences, mais également nous, alumni et autres enseignants. Donc, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je tiens à saluer vos efforts et je tiens à remercier M. Benjedou pour cette intervention. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir assister encore une fois et d'en apprendre avec vous. Et je souhaiterais également vous poser une question, monsieur. Donc, vous avez brièvement abordé l'ATD et la saisie arrêt. Donc, d'après ce que je sais, l'ATD, c'est le fait de pouvoir retirer de l'argent du compte bancaire du contribuable.
comment ceci va justement garantir la banque dans ses interactions et tout. Et est-ce que cela ne va pas freiner, je dirais, le détenteur d'un compte courant pour, voilà, est-ce que ça ne va pas freiner la confiance entre la banque et son détenteur? Et je vous remercie. Merci, Sophia. Je reviens vers M. Benjedou. Tfadal. Merci, Mademoiselle Bakhouch. Ça fait vraiment plaisir aussi de vous savoir parmi nous. Alors, pour revenir à votre question, oui. Alors, j'ai cité parmi les éléments qui doivent nous alerter quand on fait un diagnostic financier, c'est les fameuses oppositions sur compte, donc l'ATD et la saisie arrêt. L'ATD, c'est l'avis à tiers détenteur, c'est l'État, c'est le fisc, n'est-ce pas? C'est quand l'État, quand il y a un redressement fiscal ou une somme qui est réclamée par l'État, on essaie de bloquer le compte à travers un ATD jusqu'à récupération de cet argent. La saisie arrêt, c'est plus global, elle peut être judiciaire, elle peut être légale, etc. Mais c'est pas l'émanation, on va dire c'est plus global. OK? Bon, quel est l'impact de ces éléments sur le diagnostic financier? Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez en face de vous deux entreprises qui ont strictement les mêmes chiffres, qui sont dans le même secteur, on va dire qui sont strictement identiques, et l'une a une opposition sur compte et la deuxième, elle n'a pas, ses comptes sont libres, il faudrait vraiment comprendre ce qui se passe pour la première, n'est-ce pas? C'est trivial, j'ai envie de dire, parce qu'une saisie arrêt ou un ATD, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça peut être une erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, ça peut traduire vraiment de la difficulté. Et les cas sont légion. Il y en a beaucoup de cas comme ça, où une simple saisie arrêt, déclenchée par un créancier, va alerter tout le monde et on se rend compte que l'entreprise est en difficulté et que le diagnostic n'était pas bien, en fait. On était à côté de la plaque parce que la difficulté est là. Donc, moi, ce que je veux dire, et peut-être pour répondre plus clairement à votre question, ça fait partie du process du diagnostic d'une façon normale. Ça doit en aucun cas nuire à la confiance qui existe entre l'entreprise et la banque. La banque, elle est dans le rôle de comprendre ce qui se passe, et l'entreprise, si elle n'a rien à cacher, au contraire, s'il y a une opposition sur compte, elle doit venir la première, dire ce qui se passe. Si c'est une difficulté, peut-être elle pourra aider, plus ou moins amicale, judiciaire ou autre, mais des solutions existent. D'accord? Donc voilà, franchement, il n'y a pas de lien avec la confiance. C'est un élément du diagnostic qu'il faut prendre très très au sérieux. Voilà. Je vous remercie, M. Benjedou. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'invite les enseignants, un enseignant qui voudrait intervenir. Très bien. Oui, je vois avec nous Monsieur Ben Hafed, que j'invite à intervenir s'il souhaite. Il y a aussi avec nous Madame Lariane. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. J'aurais bien aimé entendre un enseignant. Sinon, on va clôturer. J'invite Monsieur le directeur à clôturer. Bonjour, Madame. Oui. J'ai été vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre M. Benjedou, comme d'habitude. Et une seule remarque, la prochaine fois, c'est-à-dire, j'aurais voulu que le sujet du diagnostic sera abordé du côté de la banque elle-même, c'est-à-dire le diagnostic de la banque, pas de la banque envers sa clientèle. C'est le diagnostic de la rentabilité de la banque, de la prise de risque, de la rentabilité des métiers bancaires, c'est-à-dire métiers banque de détail, banque d'investissement, banque gestion d'actifs, banque des financements spécialisés, c'est-à-dire sortir de la relation usuelle de la banque qui diagnostique le risque des clients vers le diagnostic de la banque elle-même, qui est faite généralement soit par la Banque centrale, soit par les agences de notation, soit par
les instances qui voudraient vraiment diagnostiquer une banque par rapport à ses risques, par rapport à sa rentabilité. Ça sera, Inch'Allah, le thème d'une prochaine intervention, Inch'Allah, si vous le souhaitez, pour la prochaine fois. Je remercie aussi tous ceux qui ont assisté à ce webinaire et je voudrais que ce travail-là devienne sunnah hamida, Inch'Allah, pour l'avenir. Je remercie Madame Ben Abdelhamid pour ses efforts et au plaisir de vous revoir parmi nous, Inch'Allah, un de ces jours. C'est Hicham. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Avant de donner la parole à Monsieur Benjidou, j'ai une question de notre collègue, Madame Lariane, que je salue au passage. Je vous remercie, Monsieur Benjidou. Alors, la question est la suivante. Vous avez dit que nous nous dirigeons vers une obligation de notation interne. Mais de quelle façon? Est-ce qu'en faisant appel à des agences de notation ou bien en formant des spécialistes au sein des banques? Merci à Madame Lariane, que je salue aussi. Donc oui, l'obligation de notation, c'est de la notation interne, donc différente de la notation externe des agences. Comment ça se passe concrètement à l'étranger, chose qu'on va importer clairement chez nous. À l'étranger, les banques font leur modèle de notation interne, mais ces modèles doivent être benchmarkés avec les agences de rating. Si le modèle de notation interne, il produit avec un écart raisonnable les notes données par les agences de notation externes, il est validé par les autorités monétaires, en l'occurrence, par exemple, la BCE, la Banque Centrale Européenne. Nous, c'est la Banque d'Algérie qui chapeaute ce volet-là. Effectivement, les banques sont appelées à créer leur propre système de notation interne avec des analystes internes, d'accord? Et le système, bien sûr, avant qu'il soit mis en route, en exploitation, il faudrait qu'il soit validé par la Banque d'Algérie. Voilà. Très bien, merci Monsieur Benjidou. À moi de vous remercier. Je vous remercie d'avoir pris le temps de programmer ce webinaire dans votre agenda. Je vous remercie pour votre patience aujourd'hui parce que ce n'était pas aussi évident de reporter, ensuite de reprendre avec les participants. Je remercie nos chers participants, enseignants, étudiants et alumni qui ont été patients aussi pour rester connectés 1 heure de temps à attendre que ça puisse marcher. Donc, je vous donne la parole pour une dernière fois pour clôturer. Voilà. Merci, Monsieur Benjidou. Merci. Donc, moi, j'aimerais bien revenir sur le commentaire de Monsieur Benamoun. Effectivement, c'est un thème intéressant, le diagnostic de la banque, c'est-à-dire l'analyse financière de la banque et la rentabilité des métiers de la banque. Donc, effectivement, c'est vraiment autre chose. C'est passionnant comme thème et je vous réitère ma disponibilité pour l'animer, Inch'Allah, dans un avenir proche. Et à mon tour de vous remercier encore une fois, toutes et tous, d'être là. Et puis, je vous souhaite qu'une seule chose, continuez comme ça à chercher de l'efficacité, à chercher de la performance et être actif. Et bravo. Merci à vous. Merci Monsieur Benjidou. Je vous remercie tous encore une fois. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Un petit indice, ça va parler des startups. Voilà. À bientôt. Merci Monsieur Benjidou. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao.